Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle édition du journal dont voici le sommaire. Des échos de la célébration des religions endogènes, nous irons dans ce journal à la découverte du Mamidan, une des multiples divinités dont regorge le panthéon vaudou au Bénin. Le Mamidan est une religion, on en parle. Nous ferons également un zoom sur le temple des Pythons de Ouida. Ce sanctuaire d'adoration de Pythons royaux qui drainent du monde est entretenu par des prêtres consacrés. Qui sont-ils? C'est à suivre. Enfin, la gestion des ressources humaines n'est souvent pas une chose aisée. Alors que la performance du personnel dépend souvent de la qualité du chef d'entreprise, il importe de savoir conduire ses employés. Conseil à suivre à cet effet. Nous ouvrons par la page culture. Le panthéon vaudou au Bénin est riche par sa diversité de divinités. Parmi cette panoplie, la divinité Mamidan. Pour certains, elle est une religion, mais pour d'autres, un patrimoine culturel que des adeptes célèbrent et vénèrent. Une équipe de notre rédaction a fait une incursion dans un couvent de la divinité Mamidan. Petroni Lokosu, Sabirat Awo et Patrick Adjaboudjou. Mamidan, une divinité du panthéon vaudou qui est généralement représentée par un serpent enroulé autour d'une femme. Figure mythique et très populaire dans les cultes endogènes du Bénin. Mamidan est la déesse des eaux, précisément de la mer. La mer, c'est la maison de l'amour, c'est là où règne la puissance matricielle. C'est là où on parle du féminin sacré. Mamidan, symbole de la féminité. C'est la femme qui génère l'énergie, qui transporte tout ce que nous avons comme doléance vers le monde divin. Et c'est pour cela que vous allez remarquer qu'il y a beaucoup plus de prêtresses que de prêtres Mamidan. C'est à travers la femme que n'importe quel culte se célèbre. Nous sommes dans un couvent du culte Mamidan. Les femmes vénèrent leur dieu protecteur à travers des chants et danses. Ici, chaque adepte est un initié. Pour devenir adepte de la divinité Dan, il faut être d'abord initié. Quand on révèle une divinité en vous, il y a les cérémonies qui sont afférées à cette divinité qu'on fait. Et les noms sont attribués en fonction de la divinité qui incarne chaque personne. Dans les temples de Mamidan, cette entité spirituelle endogène, les cérémonies sont faites de rituels, d'offrandes et de libations pour témoigner amour et fidélité à la déesse des eaux, la divinité de la prospérité. Tout couvent a son Dan, parce que Dan, c'est la déesse de la prospérité et de la richesse. Le Vodou Sapata dans Mami donne la santé, le Vodou Sapata c'est la richesse. Mami donne prospérité et protection. Mamidan aime aussi la couleur blanche. Le Mamidan parle d'abord de la sainteté. Et la couleur blanche, c'est la sainteté. Il y a les autres couleurs qui viennent, comme ces pelles-là, c'est en fonction des divinités. Et le blanc, il ne porte pas tous les jours. Il y a certains jours qu'il doit porter le blanc. C'est une divinité qui aime trop la beauté, que la beauté l'attire de trop. Et ce n'est pas l'attirance de la beauté qu'elle s'est donnée comme couleur, la couleur blanche. Au-delà de leur apparat qui rehausse le patrimoine culturel et cultuel du Bénin, ces adeptes de la communauté Mamidan savent aussi invoquer l'esprit de l'eau pour que règne la paix et le bonheur entre les hommes. Rendons-nous dans l'une des villes historiques du Bénin, la ville de Ouida. En plein cœur de cette cité se trouve un sanctuaire, le temple des Pythons, un lieu chargé d'histoire où sont conservés et vénérés des Pythons royaux. Qui prend soin de ce temple? Quel est son quotidien? Une équipe de notre rédaction est allée à sa découverte. Suivons plutôt. Cette scène, elle est habituelle ici au temple des Pythons de Ouida.
Quand ce python est un symbole cultuel et culturel, son entretien est bien plus exigeant. C'est cette charge que porte depuis plus d'une dizaine d'années ce sexagénaire. Nous le rencontrons le 10 janvier au détour de la célébration annuelle des religions endogènes ici à Ouida. Un jour particulier qui l'oblige à rester un long moment près du fétiche de ce temple, le Torio, comme il est appelé en langue fon. Je suis celui que les notables ont mis ici après concertation. Je suis le responsable du temple depuis 15 ans. En 15 ans d'exercice en tant que gardien du temple des Pythons, difficile pour le prêtre de faire avec exactitude le point de ses activités au quotidien. La charge n'est pas non moins négligeable. D'abord, en tant que prêtre, il est difficile de dire tout ce qu'on fait ici. D'abord, en tant que prêtre, j'ai le devoir de veiller sur l'entité pour qu'elle ne périsse pas. Je viens ici tous les 2 jours pour réveiller les divinités et prier pour la paix dans le pays aux environs de 2 heures du matin. Nous supervisons les cérémonies familiales. Après consultation du fétiche, nous apportons guérison aux malades sans aucun comprimé. Le temple des Pythons comprend plusieurs bâtiments, entre autres celui en forme de cône tronqué d'environ 12 mètres carrés, abritant les pythons vivants. Les femelles appelées en fond Dangbedre sont plus grosses que les mâles, communément appelés Dangbekporung, et leur longueur ne dépasse pas 1,50 m. Autant de biens chargés d'histoire dont il faut prendre soin. Heureusement, Dad Dangbenon Desso n'est pas seul à exercer cette tâche. C'est devant le Torio que nous sommes ici. Et ceux avec qui je travaille ici sont nombreux. Pour ce qui est de la nourriture des serpents, cela est laissé aux soins des animaux qui sont autorisés à sortir 1 fois par semaine. Ils capturent des insectes et des rats, vont parfois dans les maisons voisines qui y sont accoutumées. Si le python ne revient pas au-delà de 112 heures, la population le ramène. La plupart des habitants de Ouida ont le souci de leur divinité. La mort d'un python fait toujours l'objet d'une cérémonie mortuaire. Grâce à Dad Dangbenon Desso et ses pairs, cette réserve culturelle et cultuelle, sise en face de la basilique de Ouida, continue toujours de s'exprimer, après plus de 300 ans d'existence. Autre volet de l'actualité, parlons à présent de la gestion des entreprises qui constitue un véritable casse-tête pour beaucoup de chefs d'entreprise. Selon certains spécialistes en gestion d'entreprise, la performance du personnel dépendrait des qualités de leur coach. Comment donc gérer ses employés pour favoriser l'essor de son entreprise? Alex Balogun est consultant en gestion d'entreprise. Il nous éclaire. Un leader, c'est quelqu'un qui doit être capable de gérer lui-même d'abord ses émotions, gérer d'abord son caractère, parce que tu diriges par exemple. Le leader doit pouvoir se gérer et maintenant il sera facile pour lui de gérer aussi son personnel ou de gérer ses collaborateurs. Un chef d'entreprise, c'est une personne qui a une vision et qui met ses visions en objectif. Objectif à long terme et objectif à court terme, qui communique à son personnel pour dire voilà là où nous allons. Si le chef d'entreprise ne voit pas loin, comment est-ce que les employés peuvent voir loin? Vous devez comprendre que les collaborateurs, pour qu'ils puissent donner leur meilleur, il faut des systèmes en place. Un, c'est d'abord les fiches de poste. Donnez à chaque personne ce que vous attendez de la personne. Le cahier de charge bien défini. J'attends de toi telle chose et telle chose de façon claire. La deuxième chose après la fiche de poste aussi, c'est un système d'évaluation mensuelle. Le personnel doit être évalué à la fin du mois. On doit savoir est-ce qu'il a atteint les objectifs, est-ce qu'il a réalisé ce qu'on attend de lui. Si vous n'avez pas un système d'évaluation, vous allez mal gérer vos personnels. Parce que le système d'évaluation permet au personnel ou aux collaborateurs de savoir j'ai mal travaillé, je n'ai pas bien travaillé ce mois, je n'ai pas eu la note qu'il faut. Et une autre chose aussi, c'est que vous devez avoir une vision claire. Une vision à long terme, une vision qui inspire les collaborateurs. Et il ne faut pas juste donner des ordres aux gens, donner des instructions. Toi, fais ça, toi, fais ça. Le chef d'entreprise aussi doit comprendre que le langage est capital.
Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on veut dire aussi, qu'on doit savoir comment le dire. L'objectif, ce n'est pas s'exprimer. L'objectif, c'est atteindre un résultat. Donc, il ne faut pas dire, je dis ça parce que je suis l'employeur. Vous n'êtes pas l'employeur. Vous êtes aussi employé par l'entreprise. L'entreprise est l'employeur de tout le monde. Celui qui est le promoteur ou le chef d'entreprise, il est aussi employé. D'autres informations ont fait l'objet de l'actualité ces dernières heures au Bénin. Voici la Nation en bref du jour, présentée par Rodrigue Babagüeto. Le gouvernement du Bénin envisage de construire dans les jours à venir une mini-raffinerie de pétrole. Le projet inscrit dans le PAG vise à mettre fin à la dépendance du pays vis-à-vis de l'étranger en matière d'approvisionnement. Nous pensons reprendre la production bientôt. Nous sommes actuellement en négociation avec les compagnies pétrolières, a indiqué le ministre de l'Eau et des Mines à l'occasion de la cérémonie de présentation du programme d'action du gouvernement 2. Samou Seydou Adambi précise également que la mise en place de l'usine va aider à la lutte contre l'essence frelatée. 60 milliards de francs CFA, c'est le fonds mis à la disposition du Bénin par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Ce fonds va servir à appuyer le projet d'aménagement hydro-agricole et d'équipement de 12 000 hectares de terre. Le gouvernement veut en faire un secteur compétitif, attractif, résilient au changement climatique et créateur de richesses, bref, un secteur dynamique à l'horizon 2025. À terme, le Bénin sera à l'abri des besoins alimentaires et nutritionnels. L'Assemblée nationale a voté mardi dernier la loi numéro 2022-01 portant loi cadre sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle en République du Bénin. Constituée de 56 articles répartis en 5 chapitres, cette loi a pour objectif global de mettre en place des dispositifs adéquats et inclusifs pour une formation technique et professionnelle de qualité, accessible à tous et adaptée aux besoins du développement économique. Et puis, hors du Bénin, au Nigeria, le nouveau prélèvement fiscal sur les boissons sucrées annoncé par l'exécutif passe mal auprès des industriels. La dite mesure qui prévoit une taxe de 10 naira, soit 15 francs CFA sur chaque litre de produit, vise à réduire la surconsommation de sucre afin de lutter contre l'obésité et le diabète. Au Nigeria, le secteur des boissons sucrées et des produits alimentaires compte pour 60% de l'utilisation industrielle de sucre. Dans ce pays qui est le second plus important marché de la denrée en Afrique subsaharienne, la consommation annuelle par tête tourne autour de 8 kg contre 36 kg pour la moyenne mondiale. Et ce sera tout pour ce journal, disponible en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à tous de nous avoir suivis.